L'un des plus grands investisseurs de notre génération, peut-être le plus grand, Warren Buffett, avait une manière très à lui d'analyser les entreprises. Il se posait une question simple. Qu'est-ce qui, concrètement, pourrait empêcher demain un concurrent de faire pareil? Il appelait ça un moat, un fossé qui protège l'entreprise. Quand on regarde Bodji, la question elle devient fascinante parce qu'on peut se dire que sur le papier, c'est simple. Un studio, de l'électrostimulation, des coachs. Mais alors comment cette entreprise est devenue un modèle franchissable? On va décortiquer aujourd'hui ce système avec l'un de ses cofondateurs, Patrick Pinault, qui a, l'espace de 5 ans, avec ses associés, ouvert plus de 127 centres dans toute la francophonie. Patrick Pinault, bienvenue sur The System. Bah, merci Namori, pardon, de m'accueillir sur The System. Ravi d'être ici avec toi. Et merci à toi Et d'avoir belle accepté l'invitation. introduction d'ailleurs, très belle introduction. Ok, nice. Bah, présente-toi en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas et on va pouvoir décortiquer ça. Ok, et ben écoute, moi c'est donc Patrick Pinault, j'ai 41 ans et demi, on va dire, bientôt 42. Maintenant je tiens à la demi parce que je suis plutôt jeune. Du coup, je suis coach sportif de formation et j'ai toujours travaillé dans le sport. En 2015, donc je suis breton, en 2015, je suis arrivé sur Paris à l'aventure un petit peu. De galère en galère, avec 2 associés, on a identifié une machine donc d'électrostimulation pour aller se nicher un peu dans cette catégorie de coaching. Et on voyait à l'époque, donc c'était 2016, on voyait des centres, des studios qui commençaient à ouvrir à droite à gauche, des petits studios. Et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas nous?» Donc on a, travaillé l'idée sur toute l'année 2016 et après beaucoup de galères, en avril 2017, on a ouvert notre premier studio, donc dans le Marais, au 21 rue Michel Lecomte exactement. Et c'est là que tout a commencé du coup, l'aventure Body It. Parfait. Lorsque vous avez créé le studio, il y a une question qui m'a fait tilt Mmh. au tout début. C'est quelle problématique vous essayez de résoudre avec l'électrostimulation et Body It? Alors la promesse qu'on avait, enfin qu'on a toujours chez Body It, hein, c'est, la fameuse baseline 20 minutes pardon, égale 4 heures de sport. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, autour de ça parce qu'ils disaient: «Non mais c'est pas possible qu'en 20 minutes on fasse 4 heures de sport». Le terme exact, c'est 20 minutes est égal à 4 heures en termes de renforcement musculaire, parce qu'on va travailler tous les groupes musculaires en même temps. Et la promesse du coup, bah, c'était, pour, le businessman un peu pressé qui a pas le temps d'aller à la salle de sport, qui veut des résultats rapides et voyants, enfin voyants et efficaces, des résultats enfin, pardon, je vais la refaire. Qui veut des résultats rapides, on va dire simplement. Et si tu veux aussi les mamans, tu vois, qui ont pas forcément le temps, toi, de prendre soin d'elles avec, soit qui sont mères au foyer, qui ont les enfants, soit qui sont des mères actives ou autres. Et encore plus à Paris parce que Paris, pour moi, c'est pas une ville de France, c'est, un pays dans un pays, parce que ça ressemble à rien d'autre. Et du coup, c'est un tourbillon tout le temps, à 2000 à l'heure. Et du coup, on répondait à cette problématique. T'as pas le temps, t'aimes pas le sport, tu veux des résultats rapides sans trop t'embêter, ben, tu la solution électrostimulation. Les concurrents, j'imagine, direct ou indirect, du coup, c'est les autres salles de sport, ça peut être même d'autres types de sports qui promettent eux aussi de permettre à leurs adhérents de faire du sport rapidement et de retrouver la forme. Comment vous avez réussi à vous différencier avec les... Enfin, pourquoi électrostimulation en réalité? Alors, juste refaire un point, en fait, on n'était pas vraiment concurrents des salles de sport à proprement parler. Pour moi, on était plutôt complémentaires. C'est-à-dire que tu pouvais faire une préparation physique générale avec l'électrostimulation et aller à la salle de sport. Tu pouvais faire simplement de l'électrostimulation si tu aimais pas le reste, ça te mettait déjà bien, mais ça peut être utilisé comme un complément. Donc la concurrence, à vrai dire, elle était plutôt par rapport enfin, avec les autres enseignes d'électrostimulation et non pas les salles de sport. Ça n'a jamais été vraiment un souci pour ça. Je sais pas si je réponds bien à ta question, Très répondu à la question. Alors, si on se dit que on a uniquement les autres salles de sport qui sont, enfin, les autres salles d'électrostimulation qui sont les concurrentes, pourquoi un client à la base choisissait plutôt Body Hit plutôt qu'une autre salle? ah, c'est la bonne question. Alors à l'époque, il faut savoir qu'on n'était pas nombreux sur Paris, parce que 2016, je pourrais pas te dire un nombre de studios, mais il y en avait très peu. Du coup, c'était assez simple en fait, il y avait juste besoin d'avoir une petite com qui tournait sur Facebook. Alors je me rappelle, je la faisais moi-même à l'époque, avec Meta Ads et tout c'était très archaïque, hein. On mettait une petite vidéo de ce qu'on faisait et dès qu'il y avait quelqu'un qui likait, j'allais envoyer un message en privé, on ramenait la clientèle comme ça. Et d'ailleurs, c'était pas vraiment très compliqué de vendre, heu,
pour la simple et bonne raison que moi, j'étais convaincu du produit parce que je l'utilisais sur moi en tant que sportif, vraiment aguerri et je m'étais refait une santé grâce à ça. Je gagnais beaucoup de temps pour, ma prépa physique générale, pour les sports que je faisais à côté et derrière donc quand on vendait, les gens, c'était la nouveauté, c'était la mode, tout le monde voulait en faire. Donc c'était assez simple et comme il y avait pas tant que ça d'endroits où on pouvait en faire et qu'il y avait pas beaucoup de monde qui faisait de la com, et ben, ça il y a pas vraiment de difficulté à signer les gens. Là où la difficulté a commencé à venir, c'est quand, bah, notre enseigne Body It, à l'époque, il y avait Action Sport, My Big Bang toujours aujourd'hui, qui ont, bah, aussi pardon, choisi de partir en franchise, donc d'ouvrir des centres un peu à droite à gauche et notamment dans Paris, plus les indépendants. Là, on est arrivé effectivement à beaucoup de centres pour, moins de population, on va dire moins de clientèle et c'est là où la stratégie a dû être mise en place. Je donne, l'exemple à chaque fois, c'est toi moi j'habite dans le 9e et dans le 9e en 2019, tu avais 16 centres d'électrostimulation. Tu avais 4 Body It, tu avais 3 ou 4 Action Sport, tu avais un indépendant qui en avait 2 si je dis pas de bêtises et puis des indépendants à droite à gauche, tu vois? Qui étaient soit dans leurs apparts, mais qui faisaient pas forcément, les choses bien et du coup, c'est là où pour sortir vraiment, bah, du lot, c'est avoir une, un marketing plus pushy, tu vois? Enfin, qui touche vraiment, La cible. ouais, qui touche la cible, pardon et qui touche la douleur de la clientèle, donc c'était vraiment plus stratégique et après ça se faisait surtout c'est là que ça a été dur, on avait la fameuse séance découverte offerte. Donc grosso modo, tu habites le 9e, comme tout le monde faisait la même chose, bah, tu pouvais te faire, une quinzaine de séances, gratos et après, bah, c'était, vraiment, bah, on va dire, au début du closing, tu vois? Vraiment ce que c'était de vraiment faire la vente, de garder le client et de le faire signer pour, soit 10 séances, soit 6 mois, soit 1 an et là, la différence, ça a été vraiment, bah, au niveau des employés qui étaient en place, tu vois? Des coachs. Si tu avais un bon coach qui savait bien coacher, mais qui savait pas vendre, bah, ça pouvait te foutre, le business en l'air. Ça, on va y revenir Ouais, sur le ouais, ouais, ouais. recrutement, les Ouais coachs. et à l'inverse, un très bon coach en vente pouvait parfois faire des bêtises. Mais du coup, on a compilé tout ça en structurant effectivement avec une personne qui était, responsable de la salle à l'accueil et qui était souvent là en doublon pour justement, le coach fait la séance d'essai, tac, on passe la main à la personne à l'accueil qui est formée justement pour essayer bah, de le closer, hein, de lui vendre la prestation, de lui faire dire que c'est bien pour lui, toutes ces choses-là, quoi. Si j'entre aujourd'hui dans un centre Body, c'est quoi le parcours client un petit peu? Qu'est-ce qui se passe? Comment on m'accueille? Alors si tu rentres, que tu as pas pris de rendez-vous juste pour, visiter? Pour, en tant que séance d'essai, par exemple? Oh donc tu as rendez-vous pour une séance d'essai? C'est ça. Ouais, là, bah, le process est simple, hein, tu rentres, la personne normalement elle doit savoir quitter. Donc ça, c'est déjà très important et c'est souvent ce que je remarque dans toutes les boutiques où on va, tu vois? C'est l'accueil client, la Mmh. considération. C'est-à-dire qu'un client, toi tu viens chez moi demain, je sais que Namori il a rendez-vous à 13h. Eh ben, je vais l'appeler par son prénom: «Tiens, salut Namori, comment ça va? Prêt pour ta session?» Tu vois? Vraiment un accueil chaleureux. Puis après tu fais le protocole, d'accueil, tu vois? Verre d'eau, contre-indication, présentation du concept, vraiment que la personne se sente bien, en sécurité et bien accueillie. C'est le plus important à mon sens, tu vois? Considération client. Faire de la personnalisation sur les séances d'essai? Alors personnalisation sur l'accueil. La D'accord. séance d'essai après elle est sensiblement la même pour tous, avec des petits ajustements en fonction des objectifs de chacun. Évidemment, si tu me dis: «Bah, moi je veux avoir des gros bras», peut-être accentuer un peu plus la séance sur les bras que sur les jambes, tu vois? À Mmh. l'inverse, une femme qui veut travailler: «Bah, tiens, je veux, sentir les fessiers», on va peut-être faire un peu plus une séance d'essai axée sur les fessiers et lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, mais ça rentre dans un protocole effectivement un parcours client avec un protocole, une trame à respecter, toutes ces choses-là. Du coup, qu'est-ce qui devait absolument être standardisé pour pouvoir garantir la même expérience, que ce soit à Paris, ou dans d'autres villes? Bah, c'est tout. Faut tout standardiser, tu vois? En gros, dans une franchise, tu as ce qu'on appelle un manuel opératoire, tu as une bible la bible du savoir-faire Avec où tous les process et cetera? exactement, où tu dois avoir tous les process, mais du process le plus anodin comme de faire le ménage jusqu'au process le plus poussé, vraiment la séance d'un athlète spécifique. Toi, je veux dire une bêtise, hein, mais, vraiment tous ces process. Je te coupe, excuse-moi. Mmh. Hem, c'est des process, vous le faites parce que vous voulez que ça marche bien? Ou c'est parce que juridiquement vous devez le faire? Ah non, 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 ah non, tu aucune imposition juridique, on va dire. Alors ça m'amène à une autre explication, si je peux me permettre. Tu vois, tu as plusieurs modèles. Tu as le modèle donc, de la franchise. Les 2 gros modèles, c'est franchise et licence de marque.
La franchise, c'est beaucoup plus cadré. Tu vends une méthode, tu vends un concept. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment la méthode, pardon, rédigée, processée à la lettre pour Mmh. que quand je te passe cette méthode, tu puisses la refaire exactement pareil. La licence de marque, c'est un peu différent. C'est-à-dire que tu vends une marque, mais pas forcément une méthode. Un peu comme Fitness Park. Toi, Fitness Park, c'est une licence de marque. OK. Ils ont les machines, mais après, libre à eux de faire un peu comme ils veulent en interne. Tu n'as pas vraiment de process de fonctionnement en termes de pédagogie fitness, entre guillemets, tu vois. Mais quand tu as une franchise, donc tu dois avoir cette méthodologie et plus tu vas l'avoir testé dans tes centres en succursale, donc dans ton laboratoire en fin de compte, et que c'est approuvé, et ben, tu le partages aux nouveaux membres, entre guillemets, aux nouveaux franchisés. Et s'ils appliquent à la quasi-lettre, on va dire à 95 voire 99% les process, normalement ça fonctionne. Et pour te dire, un de notre premier séminaire, on avait des franchisés qui étaient donc dans le top des franchisés qui faisaient le plus de chiffres. Et j'avais eu cette peur parce qu'il y a des franchisés, forcément, tu as de tout niveau. Hein. T'en as qui sont très forts, t'en as qui sont moins bons. Voilà, il y a des mauvais élèves comme dans une classe. Et ils allaient voir les meilleurs élèves et les meilleurs franchisés. Ils leur demandaient: mais comment vous faites pour faire ces chiffres-là? Et la réponse, elle m'a tellement fait plaisir, ça c'est gravé à jamais. C'est bah, on n'a pas réinventé la roue, hein. On nous a donné des process, on les suit strictement à la lettre. Hein. On est coachable. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. OK. Et du coup, j'imagine que les coachs qui viennent dans vos centres, que ce soit en tant que franchisé ou peut-être juste en tant que coach, peuvent se dire que c'est un petit peu contraignant d'être franchisé parce qu'il y a beaucoup de process, et cetera. Vous, qu'est-ce que vous avez laissé à liberté des coachs volontairement? Hem, En fait, tu vois, quand tu choisis une franchise, c'est souvent ce que je dis, heu, tu y vas parce que c'est, une f ça te facilite l'accès à l'entrepreneuriat. Tu vois, moi, j'ai plusieurs, je me suis fait une petite, on va dire, hiérarchie la pour l'atteinte de la liberté financière, on va appeler ça comme ça. Bon, tu commences, tu es salarié, c'est pas, péjoratif, hein, mais toi, c'est salarié, donc voilà, tu dois respecter des horaires. Ensuite, tu as le niveau un peu avancé, c'est le freelance, tu vois? Où Mmh. tu as ta propre boîte, mais moi, j'ai des potes qui sont freelance, ils sont dépendants, d'un seul et même client. Donc quelque part, c'est un peu du salariat, si tu veux. Ensuite, tu as l'entrepreneur qui va se lancer, alors soit il veut ouvrir une boutique, il le fait lui-même. Bah, pour l'avoir fait, accroche-toi parce qu'il faut tout créer, en fait. Il faut créer la marque, il faut créer, le concept, il faut créer l'enseigne, faut créer, tout l'interne. En fait, tu dois tout faire toi-même. Donc ça, c'est l'entrepreneur, on va dire, bêta, tu vois? Et ensuite, tu as l'entrepreneur qui veut pas se prendre la tête, ou en parallèle, tu as l'entrepreneur qui veut pas se prendre la tête. Bah, il kiffe un sport ou il kiffe une activité, il regarde ce qui se fait dans la franchise, il y va et en fait, il a tout à disposition, il a juste à payer les droits d'entrée, qui pour certains paraissent chers parce que, tu vois, ils te disent nous, par exemple, c'était 25 000 € chez Baudit. C'est vrai, 25 000 € de droits d'entrée, mais je fais 25 000 €, tu payes toutes les erreurs qu'on a déjà faites. Tu as ton enseigne, tu as les process, tu as quelque chose qui marche, pas besoin de réinventer la roue, tu vois? Et c'est souvent ce que j'explique, c'est comme un Lego. C'est-à-dire, tu as le Lego où tu pas de notice et tu fais un truc, tu te dis: «Ouais, ça va ressembler à, je sais pas moi, à une Ferrari» et puis en fait, ça ressemble à un vélo. Bah, moi, j'arrive avec la notice du Lego. Tu es sûr de pas te planter, tu as le nombre de pièces exact. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, tu es bien parce que tu es entrepreneur. Au-dessus de ça, je pense que tu as l'entrepreneur et c'est les gens entrepreneurs que j'accompagne, je les aide à atteindre cet objectif, c'est où tu es vraiment gestionnaire, un peu businessman, tu vois? C'est-à-dire que tu as plus les mains trop dans le cambouis, tu gères des entités et bah, tu fais fructifier tout ça et du coup, tu travailles toujours mais tu es plus libre, tu vois? À quel moment vous avez compris que le modèle, il était réplicable? Et bah, ça, c'est une très bonne question parce que j'ai taffé sur une vidéo YouTube que je vais poster, j'ai taffé ça hier ou avant-hier, je sais plus et en gros, bah, ça a été très rapide, en fait. C'est dès le moment. Je me rappelle toujours, on avait 2 coachs, un qui travaillait le matin, qu'on avait mis en 30, je sais plus combien d'heures, bon 35 ou 39 heures, peu importe. Il avait une partie de coaching, une partie de gestion, une coach l'après-midi et un coach le week-end. Et en fait, avec mon associé, on passait une fois le vendredi, dire bonjour, est-ce que ça va? Et en fait, tout était géré en autonomie. C'est-à-dire que tous les process étaient faits, ils savaient comment encaisser, ils savaient que faire avec le cash, ils savaient déposer à la banque, ils savaient quoi faire s'il y avait un problème de fermeture. Enfin, tout était fait pour que il ait à nous appeler que si vraiment, alors, il a le feu dans la boutique, tu vois? Mmh. Et encore, même qu'il aurait pu gérer, tu vois? Donc dès que ça c'est vu que nous, en tant que dirigeants, on n'a plus besoin d'être dedans
Bah, on a dupliqué, on a réitéré. Donc, on avait au début Marais, ensuite on a eu Madeleine, après Neuilly, tout ça. Et ensuite, bah, derrière, pareil, tu l'expliques à tes franchisés comment faire. Et puis, tu sais que c'est duplicable, parce que tu n'as plus besoin d'être forcément dedans. Et du coup, comment vous avez choisi votre premier franchisé? Une fois que vous avez compris que le concept est réplicable, comment on choisit le premier? Alors, déjà, il faut savoir qu'on n'avait on n'avait pas pensé à la franchise à la base. En fait, c'est assez drôle parce que en fait, c'est une suite logique. Tu vois, nous, à la base, on a ouvert un centre parce pourquoi j'ai ouvert un centre à la base, je me suis dit, OK, je suis coach à domicile, il n'y a pas de, il y a pas de patrimoine physique, on va dire. Je ne crée pas quelque chose de transmissible ou de revendable derrière. Donc, la première chose, c'était de se dire, bon, on se fait un centre. Si on peut potentiellement, on va en faire trois comme ça, comme on était trois associés, ben, on en aura un chacun, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui viennent chez toi, des clients. Et à Paris, comme je te disais tout à l'heure, ça va à 1000 à l'heure. Donc les gens, ils viennent chez toi. Ils te voient que tu en as un en avril, tu en as un deuxième en janvier après, tu en as un troisième, un quatrième. Bah, les gars, ils se disent, attends, mais c'est pas mal ton truc, Ouais, ça comment va ça vite. fonctionne? Donc ils se disent, bah tiens, alors soit tu en as qui te piquent l'idée, qui essayent d'ouvrir solo, c'est pas forcément facile. Ou alors tu en as qui disent, bah tiens, moi ça me plaît bien, est-ce que vous voulez pas que j'ouvre un body, tu vois? Et en fait, ça s'est fait naturellement. Au début, on s'est posé la question de savoir si on allait faire licence de marque, parce qu'on ne connaissait pas la différence, tu vois. Et au final, la franchise s'est présentée comme une évidence. Et du coup, derrière, bah, tu construis au fur et à mesure. Et c'est comme ça. Notre premier franchisé, c'était une cliente de mon associé, tu vois, à domicile, avant qu'on ouvre même le premier. Et derrière, j'ai eu aussi des franchisés qui étaient clients à moi avant que je lance la franchise aussi, tu vois. Mais dans ce genre de modèle, Mm. j'imagine que les premiers franchisés, ça va être un peu les représentants de la marque. Si on a un premier franchisé qui est pas top, ça peut Ah ralentir bah, la machine, là, j'imagine. t'as bien taffé, hein. Tu mets les doigts sur les trucs qui font mal. Ah ouais. Ah non, mais c'est ça, c'est le choix du franchisé, c'est très important. Et j'en parlais d'ailleurs la dernière fois avec Wallace, hein. En gros, parce que nous, on a connu l'hyperscaling. Donc au début, les franchisés, c'est des personnes qui sont, on va dire, dans ton cercle proche, Mm. parce que c'était, comme je te disais, des clients actifs ou qui étaient anciens clients à domicile. Et en fin de compte, on a eu de la chance, je pense, d'avoir des bons profils, parce qu'ils sont toujours là aujourd'hui, ils sont toujours ouverts, ils étaient entrepreneurs avant nous, parce que nous, on était débutants, donc ils savaient gérer des boutiques, et ils ont fait performer tout de suite la chose. Notre premier franchisé, c'était Puto. Après, enfin, c'était un couple, enfin, c'est un couple, pardon. Ils ont ouvert Puto, ensuite ils ont ouvert, pour te dire de bêtises, c'est Courbevoie, Saint-Cloud. J'ai plus les noms en tête exacts, mais ils en ont 4 ou 5. Parfait. Enfin, tu vois, ils font tourner leur boutique, ils savent comment faire. On a eu une franchisée à Nantes qui a cartonné aussi dès le départ. Donc la machine était lancée, tu vois. Et ensuite, par contre, on a eu une franchisée à Lyon. Nous, on pensait que bah, nous, on sait faire tourner la boutique. Les premiers savent faire tourner la boutique. Bon, bah, c'est bon, c'est la voie royale. Mais en fin de compte, tout le monde n'est pas pareil, tu vois. Donc c'est après ce qui nous a aussi forcé à renforcer les process, à mettre une formation plus longue et autres. Mais ouais, ça peut être compliqué. Et d'ailleurs, euh, par rapport à l'hyperscaling, c'est que dans cette période-là, on avait énormément. Donc, on avait notre concurrent, on va dire historique, c'était Action Sport. Et en fait, tu avais des prospects à la franchise qui allaient chez eux, puis chez nous. Ah oui. Tu vois. Et du coup, il y avait un espèce de battle où on disait, bah tiens, je suis allé voir là-bas, je sais pas. Et toi, c'était un peu qui va le draguer le mieux, quoi. Et nous, on était à la course, pardon, à se dire, ah bah si, moi, je préfère qu'il vienne chez moi plutôt qu'il aille chez lui. Au début, c'était ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est une erreur parce que des fois, il faut mieux passer à côté de certains profils et les laisser et avoir des franchisés qui performent chez toi, tu vois. Si c'était à refaire aujourd'hui, il y a certains profils que j'aurais pas forcément pris et je pense qu'on s'en serait très bien passé parce que tu prends du cash en one shot quand tu ouvres la franchise, donc tu as des droits d'entrée, mais derrière, en fait, le but, c'est le récurrent, tu vois, les royalties qui vont te ramener. Et Mm. quand bien même ils ne ramènent des royalties, c'est aussi l'autonomie qu'ils vont avoir à faire tourner leur boutique. Je te disais tout à l'heure, les meilleurs franchisés qu'on a chez nous, bah, c'est pas compliqué. Ils ont plusieurs clubs, ils gagnent beaucoup d'argent. Forcément, les royalties, c'est un pourcentage, donc ils nous en font gagner aussi. Quand tu vas les voir pour faire de l'animation de réseau, parce que tu as un système d'animation de réseau, tu vois, pour pas qu'ils aient payé et puis que voilà, l'enseigne leur serve à rien, donc il y a quand même un système d'accompagnement. Bah, quand tu vas les voir, c'est on va dire des visites café, c'est-à-dire que tu bois le café, tu échanges, ah bah tiens, tes chiffres ils sont bons aujourd'hui, enfin ce mois-ci, enfin, c'est top, tiens, t'as pensé à faire ci, et le gars en face il va te donner aussi des tips que tu peux appliquer pour tout le réseau, tu vois.
Et à l'inverse, quand tu as signé un franchisé qui est pas forcément bon, bah, certes, tu encaisses des droits d'entrée, one shot, sauf que derrière, bah, il gagne pas d'argent, donc il est pas content. Il t'en fait pas gagner, donc toi, tu pas content et en revanche, il t'en coûte parce que tu dois aller l'accompagner sur site, pardon. Donc l'animation devient un peu plus compliquée parce que tu vas le voir, c'est pas une visite café, tu vois? C'est pas une visite où je te remonte les bretelles non plus, mais c'est, qu'est-ce que tu fais pour que ça fonctionne? «Ah, fais pas ça comme ci, fais pas ça comme ça, on t'a expliqué dans le process, faut faire comme ça». Et après, c'est des profils psychologiques, tu vois? Donc, Donc c'est ouais, donc je dirais que ce qui fait échouer un franchisé, ouais. de manière générale, c'est le fait qu'il n'arrive pas à être autonome. Mmh. En tout cas, suffisamment autonome pour pouvoir bien faire tourner la machine. Moi, je pense que alors tu peux faire des erreurs, hein, dans le recrutement, il y a pas de sujet, c'est humain. Mais, à mon sens, bah, c'est ça, quand tu recrutes ton franchisé, c'est de minimiser vraiment les risques que la personne que tu choisisses, bah, foire en fait ton concept. Donc c'est pour ça que quand tu fais un parcours prospect franchisé, tu vas d'abord avoir, bah, comme je te disais tout à l'heure, un système d'entonnoir. Donc, mettons, tu as des sites comme Tout de la franchise. Le gars, il dit: «Bah, voilà, j'ai un apport», enfin, il peut sélectionner, tu vois? C'est un questionnaire. Il dit: «J'ai un apport de, allez, entre 0 et 50 000 €. J'aime bien le sport, j'aime bien la cuisine, machin». Ça va lui envoyer, tout un tas de documentation. Ça va nous envoyer aussi, pour nous qui avons un abonnement à ce site, une page, bah, des prospects qui sont potentiellement intéressés. Derrière, on les recontacte. Donc ça, c'est le boulot du développeur réseau. Il les appelle et il s'assure, en fait, qu'ils cochent toutes les cases. Si le premier filtre est bon, il y a un deuxième rendez-vous, soit à l'époque, c'était avec mon associé, Kevin qui faisait les rendez-vous et qui, vendait le concept, qui expliquait le concept. Parce que c'était lui vraiment le maître là-dedans. Et derrière, tu avais moi en deuxième validation qui arrivait pour, voilà, faire un deuxième coup de pinceau, voir si vraiment il y a pas anguille sous roche, tu vois? Mais tu peux nous, on a déjà eu des franchisés qui paraissaient, nickel, tu vois? Et tu dis: «Ouais, ça va être un tueur» et puis en fin de compte, derrière, volte-face, tu vois? Mauvais, quoi. Donc c'est pas évident après, hein, mais ouais, c'est un sujet, hein. Forcément, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui passent par vous, vu que vous avez fait les erreurs et que vous pouvez aujourd'hui maintenant leur montrer Ah, tu parles dans la franchise ou dans l'accompagnement? dans les deux. Bah, ouais, alors moi je suis plus un chez Bodit, hein, mais c'est vrai que alors, reprécise ta question que je comprenne bien du coup? Ma Pour que je question, du coup, c'était qu'est-ce qui, de manière générale, mmh. fait échouer un franchisé? Oui, alors ce qui fait, échouer un franchisé, ça va être autant notre faute que la sienne. Moi, j'estime qu'un franchisé, il est alors c'est paradoxal, c'est pas évident. C'est-à-dire que si je vends pour vendre, sans être sûr que la personne peut réussir, bah, c'est moi qui quelque part le mets un peu dans «la merde» entre guillemets. Parce que si je me dis: «Bah, c'est juste pour prendre un one shot», c'est con, tu vois? Et en même temps, ça me met dans la merde aussi. Parce que derrière, il va pas réussir et ça peut amener à des procès ou autre, tu vois? «Ah bah, vous m'avez dit ça, c'est pas ça, j'ai mis tant, je vais être remboursé, donc ça, c'est pas cool», tu vois? Et derrière, bah, je pense que c'est un sujet, qui est dans l'air du temps aujourd'hui, c'est tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Le pur et entrepreneur, enfin l'entrepreneur pur et dur, c'est ce que j'ai fait avec Bodit, c'est ce que j'ai fait avec mes associés, c'est on a créé de tout de zéro. C'est très compliqué. Je pense que j'aurais été seul, j'aurais pas réussi. Mes associés, pareil, ils auraient été individuels, ils auraient peut-être pas réussi. Maintenant, il y a la facilité d'accès avec la franchise. Comme je te disais tout à l'heure, la franchise, ça te permet effectivement d'avoir, une base et d'avoir un soutien. Mais si, heu, tu as une mentalité comme j'en ai vu, hein, qui te disent, «Ah non, mais moi je quitte un 35 heures, c'est pas pour faire plus», tu vois? Qui pensent qu'en allant dans l'entrepreneuriat, dans la franchise, ils vont travailler que 10 heures par semaine, c'est compliqué. Donc tu as des gens qui sont pas faits tout simplement pour être entrepreneurs, tu vois? Et je pense que c'est, une le la personne, qu'elle soit, entrepreneur indépendant, franchisé ou peu importe, il faut qu'elle ait cette conscience que, certes, elle va pouvoir potentiellement, avoir un niveau de vie supérieur au salariat, mais non enfin, pas sans contrepartie, tu vois? C'est que au bout d'un moment, tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai revendu, j'ai un peu d'argent de côté, mon accompagnement, c'est cool, j'adore ce que je fais parce que même si ça me prend du temps, bah, je donne de la valeur et j'aide les gens, tu vois? Je gagne très correctement ma vie, mais ça s'est pas fait en une journée, tu vois? Donc il faut donner du temps au temps. Je sais pas si je réponds bien à ta question ou pas? Tu as très bien répondu à la question. Et d'ailleurs, ça m'en a fait venir une autre. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, enfin qu'on a beaucoup parlé des franchisés, de la franchise, mais comment ça se passait au niveau des associés? Ah, l'association, c'est comme un mariage, hein.
l'association, c'est comme un mariage. Donc, si vous, bah, moi, j'ai eu des associations très bonnes, hein, Bodit, on va pas se mentir, réussite extraordinaire. La fin, un peu compliquée parce qu'il y a un de mes associés à qui je parle plus, donc c'est un peu dommage. Il y a un autre bah, que j'appelle souvent, donc c'est plutôt cool. Euh, donc ça peut être très bien quand tout va bien, c'est génial, tu vois. Et puis après, quand ça dégraisse un petit peu, ça peut être plus compliqué. Donc l'important, c'est d'avoir, bah, comme en mariage, tu vois, un contrat de mariage, potentiellement, c'est un pacte d'associés où tu as vraiment des règles à suivre pour, qui vont à chacun, ça se fait avec un avocat, et pour que si un jour, enfin tes conditions de sortie par exemple, Mmh. tes conditions de travail, toutes ces choses-là. Et si tout ça t'est respecté, normalement tu limites la casse. Après, le choix des associés, si c'est peut-être ça aussi que tu voulais me dire, nous on a eu du bol parce qu'on s'est trouvés tous les trois et on a été très complémentaires, quoi. Tu vois, C'était quoi vos profils un petit peu? Kevin, lui, ses profils très en avant, il aime bien être reconnu, tu vois, un petit peu, ses profils vendeurs de rêve, un petit peu, mais c'est génial parce que, tu vois, il faisait rayonner la marque. Mais il en faut, forcément. Ouais, bien sûr, donc ça, c'était un peu le moteur, tu vois, qui allait trouver les franchisés et qui leur vendait le concept comme personne, tu vois. Après, tu avais son frère, Joshua, lui, c'est plus. Tu vois, nous, Joshua et moi, on est les mecs de l'ombre un petit peu, tu vois, qui étions là pour voilà. Moi, j'étais très dans l'opérationnel, donc les process, comment bien faire le club, bien faire tourner le club. Avec Joshua, on faisait ça. Et Joshua était plus un peu dans les chiffres, tu vois, tout Mmh. ça, partie un peu finance. Et du coup, très complémentaire. Très, très complémentaire. Donc, c'est pour ça que ça a fait des étincelles dans le bon sens, tu vois. Si demain tu t'associes avec quelqu'un juste parce qu'il est sympa, mais que vous avez la même personnalité, les mêmes compétences, ça sert à rien, tu vois. Faut vraiment trouver son complément, on va dire, la personne complémentaire pour justement développer le business que tu vises à développer, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, pour te dire, alors, je suis associé avec ma femme sur du business, sur certains trucs, mais dans mon accompagnement là, que j'ai lancé, et j'en parlais avec un pote hier, toi, je suis tout seul aujourd'hui. Je maîtrise bien l'IA, mais vraiment bien, tu vois. J'ai fait pas mal de trucs, des agents, des machins, donc j'ai beaucoup automatisé. Et je me suis posé la question, tiens, est-ce que j'ai envie de retrouver des associés? Est-ce que j'ai envie de travailler avec quelqu'un? Au premier moment, la première réponse qui est venue à ma tête, c'est non, je pense que je peux faire tout seul avec de l'IA. Et j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, eh ben non, je pense que je préfère quand même avoir quelques personnes dans mon équipe. Donc ça sera sujet peut-être l'année prochaine à recrutement. Mais ces personnes, et c'est pour ça on parlait tout à l'heure des players, bah, je ne vais pas forcément prendre des players, mais je vais leur donner les outils IA qui vont leur permettre de devenir des tueurs. Tu vois? Par exemple, un community manager, entre guillemets, lambda, et ben, lui donner l'outil IA qui va lui permettre de faire x10, tu vois, sur son taf. Et comme ça, bah, tu n'as plus forcément besoin de prendre les meilleurs, mais je vais prendre les personnes qui ont les soft skills, comme on appelle ça, les qualités humaines les plus précieuses à mon sens, tu vois. Mais c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire. Parce que c'est une différence de point de vue, Mm, mais qu'on retrouve souvent chez de plus gros entrepreneurs, entre guillemets, en termes de chiffre d'affaires, mm, qui pensent comme toi. Il vaut mieux prendre une personne qui a les soft skills, pas forcément les hard, et mm. lui les amener, plutôt que faire l'inverse. Ah bah, l'inverse, c'est impossible, à mon sens, hein. Alors, ça dépend dans quel domaine, mais toi, par exemple, à l'époque, dans le milieu, voilà, je vais pas me faire taper sur les doigts, mais le milieu du développement informatique, par exemple, le mec, c'est un codeur, c'est un geek, limite, il dit bonjour à personne, mais c'est un tueur dans le code parce qu'il fait le taf de A à Z. Bon, à la limite, tu le prends. Mais dans le service quand tu as du social, tu vois, ah bah, c'est plus compliqué d'avoir, par exemple, un coach, un recrutement de coach. Moi, je sais qu'il y avait des franchisés, au début, ils avaient pas compris ça, tu vois? Ils recrutaient des mecs au CV, ils disaient: «Ah ouais, regarde, il a un master en entraînement, ingénierie physique», enfin, je sais pas, je dis des bêtises, tu vois? Mmh. OK, mais la personne qui vient dans le club, est-ce que la personne lambda, hein, est-ce qu'elle a besoin d'un mec qui est préparateur physique de haut niveau? Non. La personne, la clientèle qui va, que ce soit, pour moi, c'est dans toutes les salles de sport et même aujourd'hui, c'est comme ça que je choisis les cours collectifs que je fais ou autre, c'est faut que le coach, il fasse pas de la merde, bien sûr, mais il faut que je sois à l'aise, là, il est cool, on rigole, tu vois? Et en fait, quand tu as une personne qui venait chez Bodit, bah, il faut que les 20-30 minutes qu'elle reste chez nous, certes, elle bosse, mais tu vois, tu parles avec, tu apprends un peu à la connaître. Donc nous, on cherchait plutôt des animateurs, tu vois? Et les meilleurs coachs, ça a jamais été les coachs qui avaient des diplômes de ouf, ça a été les personnes humaines. Et je pense, notamment à Yanis, un de nos premiers coachs qu'on a eu.
Le gars, il avait pas le diplôme de coach parce que c'est un peu particulier, mais l'électrostimulation, en fait, c'était pas reconnu par Jeunesse et Sport, donc tu avais un vide juridique à ce niveau-là, tu avais pas forcément besoin d'être coach et lui, il a travaillé quasiment, ouais, plus de 8 ans avec nous et le mec, bah, fiable de ouf, les personnes le kiffaient à mort, pourtant, c'était pas, technicien le plus, enfin, le plus ouf du monde, tu vois? Donc ça dépend, en fait, du poste, pourquoi tu recrutes la personne. Quand tu arrives à aussi bien recruter, à avoir processé ton modèle et que tu commences à grandir, c'est quoi les plus gros problèmes que crée la croissance? Alors tu as 2 questions en une, je pense, parce que ça retouche quand même au recrutement. En fait, tu des recrutements, c'est l'humain. Tu peux pas prévoir, tu vois, ce qui va se passer. Tu peux, à peu près, estimer à vue de nez, alors moi je suis pas le meilleur pour ça, mais tu peux avoir un feeling, tu vois? Et savoir si la personne va être fiable ou non. Mais tu jamais à l'abri que enfin nous on a eu des personnes, j'aurais jamais cru qu'elles quittent l'emploi ou qu'elles nous fassent des arrêts maladie ou autre, tu vois? L'être humain est imprévisible. Donc ça, c'est très compliqué, effectivement à jauger au niveau bah, du recrutement et pour suivre la question, tu me disais que donc quand on a grossi, hein, c'est ça? C'est par C'est ça. rapport à nous, on a connu un hyper scaling, c'est-à-dire en 5 ans, on a ouvert plus de 100 clubs. Donc je sais pas si ça parle à beaucoup, mais c'est quand même, tu vois, en 2019, on en a ouvert 60. J'en ai ouvert, 60 et j'étais à l'opérationnel. C'est-à-dire que, pour te dire, je faisais de la coordination. Donc Kevin, il signait le contrat. Moi, derrière, je prenais le relais. J'accompagnais pour la recherche des locaux. C'est moi qui faisais l'architecture l'aménagement intérieur avec des petits logiciels gratos sur Internet d'archi, qui aidait pour faire les dépôts, enfin tout ce qu'il fallait, qui faisait les formations, qui faisait les ouvertures. Non, ça a été une année de fou. Et le problème, bah, c'est la maîtrise. Parce qu'au début, comme je te disais tout à l'heure, bah, quand tu as des bons franchisés qui sont autonomes, qui apprennent par eux-mêmes, qui font bien les choses, bah, tout va bien. Mais quand tu as des franchisés à qu'il faut tenir par la main un petit peu, dire: «Attends, fais pas comme ça, fais comme ci» et que tu en as 2, 3, 4 qui sont dans la même panade, bah, après du coup, quand tu as un problème, une problématique, pardon, se réitère plusieurs fois, bah, tu trouves des solutions, tu crées un process, paf, tu le passes. Normalement, ça on va dire que ça met un pansement. Mais quand tu es dans un hyperscaling, en fait, tu as toujours des feux à droite à gauche et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc c'est là où tu dois, te restructurer en permanence parce que tu as on va dire, tu me dis si tu me perds, hein, Non, si je non, te je perds. te suis très, très bien. Tu as un organigramme, par exemple, jusqu'à 10 centres qui va être, fait d'une telle sorte, pardon. À 25, jusqu'à 25, tu vas le garder, mais à 25, il va falloir changer, il va falloir faire un recrutement en plus. Il y a un animateur réseau, un community manager, je te dis des bêtises, par exemple. Et sachant qu'en même moment, bah, on ouvre aussi des succursales. Donc nous, on avait 3 clubs au début. Après, on en a eu jusqu'à 9. Donc c'est pareil, tu revois ta hiérarchie en interne. C'est-à-dire que tu as des managers de clubs, après tu as des managers de groupes de clubs, ainsi de suite. Je ferai une parenthèse là-dessus aussi par rapport à la fixation des prix, parce que c'est très intéressant d'en parler. Et derrière, bah, tu dois trouver des gros postes aussi. Donc par exemple, un directeur réseau qui va venir chapeauter, réseau franchisé, réseau succursale, mettre du liant dans tout ça et te soulager en fin de compte de tout ce que tu as à faire. Sauf que quand tu dois faire ça en un an, que tu as des personnes qui rentrent, que tu as pas forcément, préparé leur onboarding, parce que tu peux avoir le meilleur employé du monde. Demain, tu es le meilleur, je sais pas moi, en community management. Si tu viens chez moi, mais que je te dis pas, ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ou autre, tu as beau être le mec plus autonome du monde, bah, tu vas peut-être pas taper juste dès le démarrage. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va te saouler, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas t'en aller, tu vois. Donc l'idée, c'est de recruter les bonnes personnes, mais de les accompagner un maximum aussi en interne pour justement qu'elles sachent quoi faire. C'est comme un prompt en fait t'as un outil de ouf, ChatGPT ou Claude, c'est un outil de ouf. Pour avoir la réponse que tu veux, tu es obligé de passer du temps dessus à le prompter, tu vois. Et ben un employé, c'est pareil, tu peux avoir le meilleur employé du monde, et ben, va falloir le prompter un petit peu. Va falloir lui dire: «Ouais, allez, comment faire?» Et puis une fois que tu l'as bien prompté, bah, normalement le mec, ça déroule, tu vois? Mais en 6 mois, des fois, en un an, c'est compliqué d'avoir tout ça, tu Il faut prompter ses salariés. vois? C'est pas con, hein, comme truc, hein. Mais, et pour répondre pour dire juste par rapport au alors c'était peut-être une question que tu allais avoir, mais toi, par rapport à la fixation des prix, ça, c'est ce que je travaille avec mes clients. Ce que je te dis, c'est bien beau de recruter, mais quand tu recrutes, bah, forcément, tu as des charges en plus. Qui dit charge en plus, dit dépense en plus, forcément, ça va de pair.
Du coup, il faut anticiper ça aussi sur le prix de vente de tes services quand tu as une salle de sport ou des redevances sur la franchise. Tout ça, c'est très important. Et j'en vois trop souvent, malheureusement, je ne vais pas dire la quasi-totalité, mais pas loin, des entrepreneurs que j'ai accompagnés, parce que j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec un gros entrepreneur, Alec Henry, je ne sais pas si tu connais, entrepreneurs.com. On en reparlera. Ouais, on va en reparler si tu veux après. Et là, bah, du coup, à mon compte aujourd'hui, donc je suis à peu près à une cinquantaine d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, tu vois. Allez, 95% d'entre eux, ils maîtrisent pas leurs chiffres. C'est-à-dire qu'ils voient que ça rentre, tant mieux, mais ils savent pas s'il y a des déperditions ou autre, tu vois. Niveau finance, tu veux dire? Ouais, niveau finance, c'est-à-dire suivi trésorerie, tu sais, bah, même moi le premier, hein, tu sais, à un moment donné, je voyais les chiffres qui montent, je fais, c'est cool, tu vois, mais tu vois pas les réelles fuites et tu sais pas où colmater parfois les brèches et tu sais pas non plus forcément, parce qu'on doit faire des comptes de résultats prévisionnels. Tu te dis, bah voilà, moi, dans 1 an, je veux faire 500 000 € de chiffre d'affaires. Ok, qu'est-ce que je vais devoir faire pour y aller? Est-ce que ça va être avoir plus de volume? Est-ce que ça va être augmenter mes prix? Est-ce que je vais avoir besoin de plus d'employés? Tu vois? Si j'ai besoin de plus d'employés, forcément, ça augmente mes charges. Donc, est-ce que mes prix sont bien fixés par rapport à bah, mes objectifs? Et nous, c'est une erreur qu'on a faite, je pense, à l'époque. C'est que le prix moyen, tu vois, d'une séance d'électrostimulation, c'est à peu près 25 € en France. Tu vois. Quand ça a ouvert les premiers, on était plus sur du 35 €. Et en fait, il y a eu tellement de concurrence bah, qu'on a essayé de trouver des solutions pour diminuer les prix, machin, et puis toujours vendre, vendre, tu vois. Et là où ça m'a mis une claque au visage, c'est quand je suis parti en 2023 en Australie. Euh, c'est par rapport à la technologie qu'on a implémentée en France, ils l'implémentaient aussi en Australie, donc j'étais parti là-bas pour aider à l'implémentation. Et on va dire mon alter ego australien qui a une quarantaine de centres là-bas, et ben leur seuil de rentabilité était atteint à partir de 60, je crois que c'était 65 clients. Alors que nous, en France, notre seuil de rentabilité était atteint vers 130, 140, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, Ouais. ce qu'est un seuil de rentabilité? Bah, le seuil de rentabilité, c'est assez simple en fin de compte, hein. C'est le seuil à partir duquel tu commences à gagner de l'argent. Et le seuil de rentabilité, il peut être défini de plusieurs façons. C'est-à-dire, est-ce que tu as ta charge fixe, ou alors est-ce que c'est charge fixe plus charge variable, charge fixe plus charge variable plus ton salaire en tant qu'entrepreneur, ça dépend. Tu vois, moi, je parlais vraiment c'était 130, 140 clients avant de pouvoir commencer à penser à te payer, tu vois. Ok, donc break-even à 140. Exactement. Ah ouais, quand Et même. en Australie, c'était 65 ou 70, tu vois, un truc comme ça. Parce que leur prix d'appel, alors en dollars, ça devait être, je sais plus, je crois que c'était 60 ou 70 $, tu vois, ça faisait à peu près 45 ou 50 € le prix d'appel. Mais comme les gens, en fait, les consommateurs ont été éduqués à avoir ce prix-là, bah, ça les choquait pas, tu vois. Et du coup, bah, là-bas, ils s'en mettent plein les poches. Donc c'est pour ça, c'est un sujet. Fixer ses prix à date, mais fixer aussi ses prix en fonction de ses ambitions. Et je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais parlé vite fait avec elle sur un séminaire, c'est Kelly Massol, tu sais, Les secrets de Loli, là. Ouais. Elle disait que dès le départ, en fait, elle avait anticipé ça. Si je dis pas de bêtises, hein, ça me revient, elle avait anticipé ça à dire, bah voilà, j'ai des bonnes marges, comme ça aussi, je peux encaisser, tu vois, le scale et les strates managériales ou les strates qui vont arriver par la suite, tu vois, être toujours bénéficiaire. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va avoir deux grandes écoles, l'école cash flow Mm. et l'école valo. Ouais, Selon toi, il faut plutôt du coup faire attention au cash qu'on a disponible plutôt que se dire je fais du chiffre d'affaires, mais au final, sur du long terme, je suis pas rentable. bah alors toi, je suis pas l'expert là-dedans, mais je pense que ça touche à deux, euh, deux niveaux distincts de l'entrepreneuriat. Parce que tu as la partie start-up, tu vois, où si je dis pas de bêtises, bah, ça crache pas de thunes, on se fixe sur un objectif et du coup, on fait des levées de fonds et là, bon, bah, tu as des sous qui rentrent, t'espères une valo à long terme, puis bah, tu en as 99% qui se foirent. Parce que c'est ça qu'il faut dire aussi, hein, tout ce qu'on voit, tu sais, les entrepreneurs. La tech. Ouais, de la tech, tu vois, comme Jonathan Angelo avec Aircall, tu as Guillaume Maubeuche avec Lemlist, puis j'en passe. Bah, pour moi, ces personnes-là, certes, elles ont réussi, mais c'est enfin, c'est quel pourcentage de tous ceux qui ont essayé, tu vois. Donc c'est beau de les voir réussir. Eux, je crois que Angelov, c'est une licorne qu'il a, tu vois. Ouais. Aircall. Ouais, ouais. Maubeuche, je suis pas sûr que ce soit une licorne, mais bon, c'est valorisé plus d'une centaine de millions d'euros, si ce n'est 200, je sais plus. J'ai vu ça il y a quelques temps. Donc c'est des très gros,
très grosses machines qui doivent être aussi des machines à cash, j'imagine, aujourd'hui, mais à mon avis, elles ont mis du temps avant d'arriver à générer du Ouais, cash. ils ont des parcours inspirants aussi, mais Ah ouais, c'est grave. vrai que c'est des survivants à la limite. Ah bah, c'est ouais, c'est des Ken des Ken et survivants de l'enfer, ouais. Mais tu vois, pour te dire, si tu es entrepreneur, on va dire, dans le milieu dans lequel j'évolue, physique, ah bah, il faut du cash, tu vois? Il faut, tu peux avoir, tu vois, des systèmes avec les banques, des dettes, des machins, des trucs comme ça, mais il faut du cash. Il faut que ton business, tous les mois, ta trésorerie, elle augmente, tu vois? Elle stagne pas. Si, enfin pour ouais, c'est obligé que tu puisses te payer à un moment donné parce que certes, tu vas avoir, l'aide au retour à l'emploi pendant un temps si tu passes du salariat à te lancer en entrepreneuriat, mais il faut anticiper, la fin de ces aides aussi, tu vois? Heu, bah, c'est de la gestion financière. C'est tout prévoir, tu vois? Pour en revenir au système de la franchise, Mmh. est-ce que tu auras un exemple d'un système qui marchait bien, par exemple, à 5 franchises, mais qui arrivait à 30, 40, 50, fonctionnait plus tant que ça? Alors, je vais essayer de décortiquer un peu la question. Hem, En fait, ça va parce que tu as beaucoup en fait, tu as tout alors attends, je crois que tu as à peu près, si je dis pas de bêtises, c'est 2000 ou 2100, quelque chose comme ça, réseaux de franchise en France et le chiffre, il évolue pas vraiment. C'est-à-dire que tous les ans, tu as des nouveaux réseaux qui arrivent, tous les ans, tu as des réseaux qui ferment, tu vois? Tu as des personnes, qui se sont lancées dans la franchise. Pourquoi? Parce que un peu comme nous, d'ailleurs, on va pas se mentir, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont dit: «Bah, tiens, c'est cool ce que tu fais, est-ce que je peux le faire ailleurs?» Sauf que ce que je te disais tout à l'heure, ils en oublient aussi que potentiellement, bah, la réussite de Baudit à la base du Marais, bah, c'était peut-être parce que moi je travaillais dedans à fond et que les gens venaient pour moi et que quelqu'un d'autre n'aurait pas aussi bien réussi, tu vois? Donc ça veut dire que tu as parfois des réseaux de franchises qui vont se lancer, qui vont en ouvrir 1, 2, 3, 10, je sais pas, mais qui n'auront pas mis, le manuel opératoire à jour, la bible du savoir-faire, toutes ces choses-là, qui n'auront pas accompagné, bien leurs franchisés ou qui n'auront pas formé bien ou qui n'auront pas sélectionné bien leurs franchisés. Donc ça, c'est potentiellement un réseau qui va mourir. Un réseau qui va perdurer, c'est celui qui aura pareil, c'est compliqué, c'est que une franchise, nous, on l'a ouverte très vite. On n'avait pas notre premier bilan quand on l'a ouvert. Mais encore une fois, on était 3 très complémentaires, donc ce qui nous a sauvés. Parce qu'on arrivait à tout bien faire, enfin tout bien faire, à faire toutes les choses correctement, tu vois. Mais si le mec, il est seul, qu'il a 6 mois d'ancienneté, qu'il ouvre une franchise, ça peut être beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut que le modèle soit aussi éprouvé un petit peu dans le temps, tu vois. Tu as l'ancienne école qui va te dire: «Ah ouais, une franchise, faut y penser une fois que vous avez 3 bilans solides, que vous avez les bonnes fondations». Ça, je le respecte parce que c'est vrai. J'ai envie de dire, c'était vrai vraiment à l'époque, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne vais pas dire au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais, aujourd'hui, le problème, c'est que tout va très vite et tu vois, par exemple, moi, je suis franchisé d'un réseau de franchise qui s'appelle Laserostop, je sais pas si tu connais? C'est des centres de sevrage tabagique, toi, donc c'est de l'auriculothérapie au laser et ça permet du coup d'arrêter, de fumer par la thérapie, tu vois? Et quand je suis arrivé en 2021, je crois que j'étais le 15e franchisé, un truc comme ça. Aujourd'hui, en France, tu en as plus de 180. Le réseau a explosé, tu vois, vraiment en nombre. Mais il aurait pris le temps de se dire: «Ah bah attends, faut que j'attende les 3 ans de bilan». Bah, tu aurais 50 autres qui auraient ouvert à côté et qui auraient pris le créneau à la place. Donc si tu veux, c'est jauger en fait entre, respecter les codes, à se dire: «Il faut que j'ai mes 3 bilans pour justement prouver que ça marche et que les franchisés, bah, derrière, ils puissent avoir une subvention de la banque et que voilà, ils soient rassurés, patin couffin». Ou en même temps, aujourd'hui, dire: «Ah mais si je prends pas le coche, c'est peut-être un tel qui va le prendre», tu vois? Ouais, il y a un timing à Ah respecter. ouais, ouais et ça, c'est un sujet, hein, d'être au bon endroit au bon moment. On aurait pris le temps avec Bodit, bah, d'autres personnes nous seraient peut-être passées sous le nez, tu vois? Et je pense à toi, My Big Bang, je crois qu'il a 50 centres aujourd'hui, quelque chose comme ça. Tu vois, il est d'origine allemande, il est carré, process, tac. Il était seul aussi, donc il avait pas l'équipe comme nous on avait, mais il fait que des trucs vraiment et il a mis plus de temps que nous à développer. Je pense que son réseau est très solide aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, on avait 100 centres, lui, il en avait 15 alors qu'il avait ouvert, 6 mois avant nous le premier, tu vois? Donc après, ouais, il y a des risques à prendre, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un risque, hein. Et là, pour s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent partir, qui veulent se lancer soit, qui veulent se lancer, pardon, en tant que franchisé, donc d'une enseigne. Toi, quand tu vas sur les salons de la franchise ou quand tu regardes les sites où tu farfouilles, tu trouves toujours des pépites, tu vois? Nous, nos premiers franchisés, bah, ils ont les meilleurs spots et ils ont eu les meilleures rentrées d'argent, les meilleures années, tu vois? Quand je suis rentré chez les Zérostop,
C'était un risque parce que j'ai mis un billet, le truc qui était pas connu, un peu particulier, tu vois? Et au final, les 2 3 années suivantes, c'était du cash à mort, tu vois? Et sans beaucoup de travail, bon, ma femme a mis les process en place, tu vois? Mais, tu sais, c'est question de prise de risque, question d'identification et je sais pas si tu as déjà fait un peu de crypto ou pas du tout? Si, ouais. Tu sais, à un moment donné, tu avais, tu sais, les projets crypto, parce que tu as eu tout et n'importe quoi, hein, tu as les scams et tout. Et en fait, tu sais, tu regardais, OK, c'est quoi ce projet? C'est quoi leur ambition? Les airdrops. Ouais, qui sont les fondateurs, machin. Mmh. Puis tu vois, des fois, tu te dis: «Ouais, il a pas l'air clair, donc tu vas pas investir». Bah, c'est pareil, en fait, en entrepreneuriat physique, tu vois? Si tu me rencontres, je suis propre sur moi, je parle bien, je suis correct, je parais fiable, ça va être plus engageant que si tu as quelqu'un, qui est un peu loulou, tu vois? Tu sais pas trop d'où il vient, il te propose un truc, après qui se ressemble s'assemble aussi, j'ai envie de te dire. Donc nous, nos franchisés, ils ressemblaient, enfin, c'était pas des copies conformes de nous, mais c'est des personnes avec qui on partageait la même éthique, tu vois? Mmh. Je pense que c'est important dans le business d'aller vers les personnes qui te correspondent aussi, quoi. Tu vois? Avec du recul, ce serait quoi ta plus grosse erreur selon toi sur ce modèle-là? Alors moi, je regrette rien de ce qu'on a fait, en termes de création avec mes associés. En revanche, et là, je vais le dire pour tout le monde, parce que ça, c'est un gros, gros souci, c'est les personnes, les vautours qui tournent autour et qui vont vous prendre pour des vaches à lait. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu vois, on avait, en fait, au début, on a ouvert une société en SAS et moi, j'ai su tout de suite, parce que j'avais un pote expert comptable qui m'avait un peu briefé. Il me dit: «Bah, si tu ouvres une deuxième entité, voilà, ouvre-la à part». Il m'avait expliqué ça, mais brièvement, parce que c'était un gars qui habitait à Brest. Moi, j'y allais plus et puis on se voyait très peu souvent. Mais il m'avait dit ça donc. Au début, je sais qu'on a ouvert tellement vite, mes associés ont dit: «Bon, on a pas le temps de faire, machin». Bon, bref, passer le détail. Donc on a ouvert 5 boutiques sur la même société et courant 2019, on avait pris le parti de se faire accompagner pour justement restructurer tout ça. Et on s'était dit: «Bah, voilà, peut-être qu'on pense», parce qu'on gagnait beaucoup d'argent, tiens, peut-être qu'on pense à faire une holding, peut-être qu'on pense à faire ci, à faire ça. Covid est arrivé, donc les priorités ont changé un petit peu, beaucoup de monde au chômage partiel, le sujet était toujours sur la table, mais on n'a pas été bien conseillés, tu vois? Et en fait, on a payé des sommes astronomiques. Heu, Si on avait eu un peu par exemple, un truc tout bête, hein, je prêche pour ma paroisse, mais un mec comme moi à l'époque qui aurait déjà, tu un mentor qui a déjà fait les mêmes erreurs, qui nous aurait dit: «Bah, attention à ci, attention à ça, je vous épaule sur quoi prendre à quel moment», bah, on aurait économisé, ouais, des centaines de milliers d'euros, c'est sûr. Et on aurait encore plus gagné d'argent parce qu'on aurait mieux structuré à la revente, tu vois? À la vente, on a structuré ça comme des amateurs. Maintenant, je sais comment il faut faire parce que j'ai fait l'erreur, mais tu vois, mon associé, il va pas aimer s'il voit la vidéo, mais moi, je dis, j'avais fait un post LinkedIn à un moment donné, je dis, j'ai perdu 1,5 million d'euros. Mais en fait, quand je dis ça, c'est pas forcément 1,5 million d'euros en palpable, tu vois, en cash. C'est un manque à gagner. Ouais, c'est un manque à gagner, c'est des dépenses faites qui n'avaient pas eu lieu, c'est du temps, parce que moi, le temps, c'est de l'argent et c'est des stress, tu vois. Et on s'est fait accompagner en 2020 par un cabinet de conseil qu'on a payé très cher, qui nous a confortés dans le sens où: «Ah bah, c'est bien, vous avez bien fait les choses». Donc on a payé très cher pour qu'on nous dise: «Bah, c'est bien les gars, vous avez bien fait les choses». Donc ça nous a rassurés un petit peu, c'était cool, tu vois? Mais vu les gens que j'accompagne aujourd'hui, avec le recul, dès le départ, j'aurais pris, ouais, un gars comme moi pour m'accompagner parce que, tu vois, mon accompagnement, il est pas très cher aujourd'hui, hein. Tu vois? C'est à 9 000 € pour, 12 mois, tu vois? Je sais pas si on le mettra ou pas, mais je te le dis à toi. On verra si on coupe ou pas. Parce que là, j'aime pas le dire ça, je le Ouais, comme ça, tu peux le ouais, mettre en fin. on coupe. En gros, si tu veux, mon accompagnement, il a un coût dérisoire par rapport à ce que je t'apporte comme valeur. Il y a des gens, en une session, c'est déjà rentabilisé fois 10, tu vois? Parce que je trouve le petit truc, tu pas attends, fais attention à ta forme juridique. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as déposé ta marque? Truc tout bête, tu vois? J'ai des clients, ils avaient pas déposé leur marque et nous, Bodit, à l'époque, ça s'appelait pas Bodit. Au tout début, ça s'appelait Body Tech Club. Et quand on nous a dit qu'il y avait potentiellement un risque, alors j'aurais fait un raccourci, hein, mais potentiellement un risque que la marque de machine qu'on utilisait, qui s'appelait Bodytech. Mia Bodytech, pardon, te dise à un moment donné, bah attends, vous servez de notre nom et revient de nous. On a dû changer de nom. Mais on a dû changer de nom. Je crois qu'on avait déjà, ouais, on avait plus de 10 clubs déjà. Donc ça veut Ah dire oui. changer de nom, déjà trouver un nom. Alors trouver un nom, bon, on l'a trouvé rapidement, mais il fallait le trouver quand même, tu vois. Trouver un nom, le déposer, donc refaire la mise à jour, bah, de tout le site internet.
de tout l'Instagram, de tous les réseaux, tous les supports visuels, peu importe. Et pour les boutiques, bah, refaire un stickers, refaire des devantures. Enfin, et ça, moi, à la base, tu me disais déposer une marque, je savais pas, tu vois. Mais il y aurait un mec comme moi, par exemple, qui me dit, tiens, t'as pensé à déposer ta marque? Ah non, bah direct, là, j'aurais économisé peut-être en monétaire pur, peut-être 30 ou 40 000 euros, même plus, parce que tu as les gens qu'on a payés aussi pour faire la modification. Et en stress, mais ouais, on peut peut-être compter une centaine de. Ouais, 100 000 balles, peut-être, tu vois. Sur une erreur Sur une erreur qui aurait plutôt, pu être. plutôt débutante. Bah ouais, mais en fait, c'est ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas, tu vois. C'est vrai. Tu sais, là, c'est un peu, je me dévoile un peu, mais moi, je suis un peu tu vois, de nature un peu naïf. Je ferai jamais à quelqu'un ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, et du coup, je me dis, bon, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Un peu moins maintenant avec, avec la maturité et le business, mais en fait, oui, faut cadrer les choses dès le départ, tu vois. Et ça, c'est un truc à faire. Le dépôt de marque, ça paraît anodin, mais si tu le fais pas, bah, derrière, on peut te la mettre à l'envers. Mais vous avez pas souffert du syndrome de l'objet brillant? Dans le sens où vous n'avez pas voulu. Déjà, vous êtes en monoservice, mais à aucun moment vous avez voulu passer sur d'autres choses. On l'a fait. Vous l'avez En fait? fait, pardon, c'est marrant ce que tu me dis, parce qu'il y a un jour, un gars, il me dit, ouais, mais dans ta salle, tu veux pas mettre telle machine, je suis sûr que ça cartonnerait. Et je dis, bah, tu l'as, toi? Il me dit, ouais, non, mais moi, j'ai 2 salles, j'ai tout ça et tout. Je fais, ok, ça fait combien de temps que tu as ça? Ouais, ça fait 10 ans. Je fais, ouais, t'en as que 2. Moi, j'en ai déjà 50, ça fait 2 ans, tu vois. Et en fait, c'était pas pour me la péter, c'était juste pour le dire. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi en même temps que bah, le monoproduit, tu es expert dans ton produit, les gens viennent pour ce produit. Et une fois que tu maîtrises à 100 000 ce produit, bah, tu peux te permettre de mettre un petit produit complémentaire. Donc, nous, en l'occurrence, ça a été la cryolipolyse, tu vois. Donc, c'est la mort, enfin, on tue le gras, si tu veux, Par le par le froid. froid. Voilà, c'est ça. Donc, c'était pour aller aider, une fois que tu as fait tes séances de MS, bah, tu veux perdre un peu le gras qui te reste, tu fais ça, tu vois. Mais c'est pareil, ça veut dire que tu n'as plus qu'un seul service, tu en as deux. Donc, ça veut dire 2 angles de com, ça veut dire 2 fois plus de process, ça veut dire 2 fois plus de savoir-faire. Enfin, tu multiplies tout par deux. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire que si derrière, tu as un monoproduit, bah, tout est fois 1. C'est-à-dire que 1 fois 1 fois. Alors, pardon, je le fais avec pas la main devant la bouche, pardon. Si tu fais. Donc, tu as du monoproduit, c'est tout fois 1. C'est-à-dire que c'est fois 1 en process, fois 1 en communication, fois 1 en accueil, fois 1 en espace. C'est une bêtise. Tu as 2 produits. Bah, c'est 2 en accueil, 2 en espace, 2 en process. Donc, tu fais 2 fois 2 fois 2, ça fait un beau multiple. Si tu as 3 produits, bah, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Si tu as 4 produits, bah, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et, et le problème, c'est que ça revient à l'histoire en fait de la machine Mia Bodytech. C'est que ça existe depuis 2007. Qu'elle a été. En Allemagne, ça existe depuis 2007, pardon. C'est 2004 Body Transformer, si je dis pas de bêtises. 2007 Mia Bodytech. 2012 Mia Bodytech arrive en France. Et ça a commencé à voir vraiment à exploser fin 2016. Donc 4 ans avant que ça explose. Pourquoi? Parce que tu avais beaucoup de centres d'esthétique ou de centres de coaching qui avaient tellement de trucs qu'ils les mettaient dans un coin et en fait ne l'exploitaient pas à la pleine puissance et n'en ont pas fait un produit phare et ne n'ont pas marketé autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as énormément de produits qui arrivent, des nouveautés ou autres, et je suis sûr qu'il y a des trucs extraordinaires. Mais comme l'industriel, c'est pas le meilleur pour marketer son produit, lui, il le met à disposition, ben, il faut qu'il trouve des mecs comme nous qui fasse rayonner en fait le produit. Et tu vois, il y avait Iron Body, qui est toujours présent d'ailleurs, ou qui ont ouvert en 2015. Ils étaient dans le sud de la France, mais on n'entendait pas trop parler. Mais là où il y a eu l'explosion, c'est vraiment bah, Body It, les stars, tout ça avec Kevin, qui a fait que ça a explosé de partout et que bah, l'industriel, il s'en est mis plein les poches grâce à nous, tu vois. Mais à la base, c'était parce qu'on a fait du monoproduit, tu vois. Le bilan, c'est 100 millions, un peu plus de 100 millions. Ouais, Corrige-moi. alors le chiffre, c'est 100. En fait, j'ai vu ça bah, c'était l'année dernière, c'est fin 2025. Ça, on a le groupe en tout, hein, donc c'est pas que la tête de réseau, c'est vraiment tous les franchisés et tout ensemble ont généré ouais, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. 100 millions en 5 ans, En 8 ans. en 8 ans. Donc je la refais. T'inquiète pas de problème. 100 millions en 8 ans, du coup, c'est le bilan. Aujourd'hui, si tu devais recommencer de zéro Body Hit, ce serait quoi les choses les plus importantes qu'il faudrait mettre en place directement dans le système?
Ah bah, alors déjà, si je recommençais un business tout court, heu, c'est déjà avoir, mon positionnement personnel. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça? Parce qu'à la base, en fait, si tu veux, c'est, ce qu'on a fait Bodit, on n'avait pas forcément d'objectif, hein. Ça s'est fait au fur et à mesure. On s'est pas dit: «Tiens, on veut 100 clubs, on veut, tant de trucs», tu vois? Ça s'est fait un peu tout seul, donc c'est déjà ouais, d'avoir mon positionnement, d'être aligné à mes valeurs. Donc il faut que je trouve quelque chose qui m'anime, tu vois? Comme ce que je fais aujourd'hui, tu vois, l'accompagnement. Une fois que j'ai ça, c'est poser, mes objectifs de vie, pro et perso. Donc c'est-à-dire, tu vois, là, truc tout bête, je déménage, bah, dans un mois, là, je déménage à l'étranger, je sais plus si je t'avais dit. Ouais. Je pars, m'installer à l'île Maurice avec ma femme, tu vois? Et bah, ça, c'était un objectif que je me suis fixé, ouais, c'était mi-2024, tu vois? Non, fin 2024, pardon, c'était pour mes 40 ans. Et en gros, cet objectif, bah, a conditionné tout ce que j'ai mis en place depuis que j'ai cet objectif. À savoir, bah, pour aller à l'île Maurice, il faut que je fasse du digital, il faut que je fasse du distanciel. Donc ça collait bien avec mon système d'accompagnement que je veux accompagner les gens, tu vois? Donc là, aujourd'hui, ça se fait tout court et j'ai mon objectif. Objectif financier, je te dis une bêtise, je me dis: «Bah, tiens, si dans 2 ans, je veux faire 1 000 000 de CA par an, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour y arriver?» Et donc processer tout ça, mais avoir un plan, tu vois? Une roadmap, un plan de route et un objectif. Et si tu as ton objectif, donc tu le vois au loin, bah, il faut faire des sous-objectifs. Donc tes sous-objectifs qui sont des paliers, on va dire, non négociables pour pouvoir atteindre cet objectif. Par exemple, mon objectif de faire de l'accompagnement en ligne, comme j'y connaissais rien au début, et ben, comme j'étais dans le mouvement, j'ai été à un séminaire, j'ai rencontré Alec Henry, j'ai été pris chez Entrepreneurs, j'ai compris la méthodologie de l'accompagnement en ligne. Même si chez Entrepreneurs, j'avais accès aussi à comment faire un tunnel de vente ou autre, bah, j'ai pris un accompagnement derrière avec Rémi Jupy, je sais pas si ça te parle, Ouais. donc Funnels Club, pour faire un tunnel de vente. Donc j'ai pris un accompagnement, j'ai construit tout ça. Et tu vois, bah, mine de rien, d'Entrepreneurs jusqu'à mon premier client perso, ouais, il y a eu 1 an et demi quand même, tu vois. Donc c'est un peu long à mettre en place, mais l'idée c'est ça, c'est tu poses tes idées, tes valeurs, ce que tu veux faire, ton objectif, et après tu fais tout ce qu'il faut faire pour y arriver, quoi. En passant par le dépôt de marque, la compta, l'ouverture de société, la stratégie aussi, parce que moi j'ai une stratégie bah, d'acquisition payante. Là j'ai une chaîne YouTube que j'ai lancée, donc ça fait beaucoup de temps aussi, mais c'est comment tu fais tes vidéos, la ligne éditoriale. Donc, merci Lia aujourd'hui qui nous aide beaucoup. Bah, ici, tu vois, on est au studio Le Cocon, bah, c'est Mike qui m'a aidé aussi sur mon Instagram. Donc faut mettre les moyens en place pour être sûr d'y arriver, tu vois? Mais bon, moi, c'est un truc particulier parce que c'est du digital. Mais pour un business physique, bien faire son prévisionnel financier, savoir combien ça va coûter et mettre, un petit 20-30 de plus parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois? Au cas où. Ouais, au cas où. Je sais pas si j'ai bien répondu du coup, mais Si, t'as bien répondu. Après Bodji, du coup, mmh. tu nous as parlé de entrepreneurs.com. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais là-bas et pourquoi ça s'est arrêté? Ouais, entrepreneurs.com. Alors moi, j'ai rencontré Alec Henry et Anis, son bras droit, en septembre 2024 sur un séminaire. En fait, c'était ma femme qui m'a dit: «Tiens, va faire ce séminaire, tu vois? C'est pas mal, il faut que tu fasses, c'est du networking», tu vois? Et en fait, c'était des jeunes entrepreneurs, il y avait des tables rondes et tu avais des coachs qui venaient, tu vois? En fait, je me suis rendu compte que, bah, le coach qui était à ma table ou la coach, je crois que c'était une fille, bah, j'ai pas appris grand-chose et du coup, j'ai pris un peu le pas dessus. J'ai dit: «Bah, tiens, je peux aider aussi, machin». Et en fait, je me suis rendu compte, bah, j'étais un des entrepreneurs qui avaient, déjà bien réussi dans la pièce. Et d'ailleurs, tu as des gens, parce que j'avais fait une présentation sur LinkedIn, tu as des gens qui étaient venus me voir et me dire: «Ah bah, tiens, tu sais que c'est grâce à toi que je suis venu parce que j'ai vu que tu avais fait une présentation». Je me suis dit que c'est bien, il y avait des gens qui ont du niveau, tu vois? Et du coup, j'ai été voir, Alec, et ensuite qui m'a envoyé vers Anis. Et quand j'ai dit à Anis: «Bah, voilà, moi j'ai toujours eu cette volonté de faire de l'accompagnement», je lui ai donné enfin, je lui ai parlé de moi. Il m'a dit: «Ah bah, trop bien, on lance comment on appelle ça? Un programme, c'était programme scaling avec Antoine Bara. Donc je sais pas si tu connais Antoine Bara? C'est, Eat Salad. Ça me dit quelque chose. Voilà, le fondateur de Eat Salad, cofondateur de Eat Salad avec son frère Joseph, qui sont d'ailleurs originaires de Brest aussi, c'était drôle, mais j'ai pas rencontré encore. Et du coup, il me dit: «Bah, c'est bien, on cherche un coach expert en franchise». Donc 2 semaines après, j'étais embauché, en tant qu'expert franchise au sein d'entrepreneurs.com. J'ai pas fait que de la franchise, du coup, j'ai fait aussi, sur les programmes scaling, toi, des entrepreneurs qui venaient de différents horizons. Donc je suis resté un peu plus d'un an, donc très content parce que ça m'a vraiment appris la méthodologie,
C'est cool, tu vois, à utiliser des outils aussi, donc c'était vraiment pas mal. Ça m'a donné aussi l'accès à pas mal de réseaux, tu vois, à rencontrer d'autres coachs, à rencontrer des mondes dans le milieu de l'infoprenariat, du monde, pardon, dans le milieu de l'infoprenariat. Et pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté fin de l'année dernière, parce que d'une, j'avais mon programme que je leur avais dit dès le départ, moi je veux me lancer à mon compte et j'ai pas un profil à rester entre guillemets freelance, tu vois. Il fallait que je fasse tout à ma sauce. Et un peu désaligné par rapport, un peu frustré, je dirais, par rapport à, à, à ce qu'on. Je sais pas comment le dire. Si tu veux, tu as des clients qui rentrent qui payent quand même des sommes assez importantes euh, pour avoir accès à un savoir-faire, à des coachs. Et si tu veux, bah, moi je crois que j'avais 25 clients à peu près. 25 clients, la rémunération par rapport à mon CV ou autre, bah, on va pas se dire c'était pas ouf, tu vois, je vais pas donner de prix, mais c'était pas forcément ouf. Donc c'était censé être un tiers temps. Et en fin de compte, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça prend un peu plus qu'un tiers temps. Donc si tu veux, tu dois respecter les choses, hein. C'est, bah, tu as 1 heure avec ton client, c'est 1 heure. Après, tu lui fais un compte rendu. Et puis, entre les sessions, tu peux avoir des échanges WhatsApp, mais tu vas pas te casser trop la tête, tu vois, à aller chercher ses solutions. Tu fais pas les choses pour lui, tu vois. Et du coup, bah, il y avait parfois une dissonance entre l'attente réelle du client et le delivery, tu vois. Mmh. Et c'est ça qui m'a un peu frustré parce que j'aimais bien mes clients, mais à la fois, j'allais pas non plus en faire plus parce que c'était pas mes clients et j'avais un cadre de travail à respecter. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai quitté. Et là, tu vois, par exemple, les clients que j'ai, comme c'est mes clients à moi, je les accompagne en one-to-one. Alors, je dis pas qu'après, je vais pas déléguer au bout d'un moment, tu vois, si ça grossit, avoir une petite équipe, mais j'ai pas envie d'avoir je mets des guillemets, hein, très important, une usine à gaz comme entrepreneur, tu vois. Parce que je crois qu'ils sont, je sais pas, peut-être 120, 130 à travailler autour d'entrepreneurs. Mais ouais, c'est pareil. En fait, c'est ce que je disais avec Wallace la dernière fois, ils font de l'hyperscaling, pas forcément totalement maîtrisé, et ils mettent un gros biais sur le marketing au détriment, à mon sens, du delivery, tu vois. Et c'est ce qu'on disait avec Wallace, c'est le problème, mais tous, hein, on parle d'entrepreneurs, il y a d'autres aussi qui reviennent, enfin, le taux de satisfaction affiché est énorme. Toi, je crois que l'autre jour, j'ai vu, c'était 94,7% chez Marvin Njai. NJ. Njai, ouais, j'ai du mal à écorcher son prénom, vraiment. Mais pour moi, c'est impossible, tu vois, d'avoir 94,7% de taux de satisfaction. Pourquoi? Et j'en parlais avec un client d'ailleurs, parce que là, je suis pas très content. Il y a un client à qui on a dit qu'il allait potentiellement m'avoir chez Entrepreneur, alors que je travaille plus chez Entrepreneurs. Donc, ils se servent encore de mon nom dans l'école de closing pour dire ah, si vous initiez nous, potentiellement, vous pouvez avoir Patrick Pinot alors que je suis plus là. Tu vois. Donc, ça m'a un peu cassé les pieds. Mais bon, du coup, le mec, je l'ai récupéré derrière. Et lui, bah, tu vois, il est pas très satisfait, mais il va pas le dire. Parce que quelque part, tu as, un peu, j'ai l'impression, cette honte de ah, putain, j'ai mis tant dans un. Ouais, c'est plus de ma faute, tu vois, c'est un peu une honte. Et surtout qu'ils voient le taux de satisfaction des autres. Ouais, mais en fait, c'est marketing et c'est malin de leur part. Tu vois, par Ouais. exemple, c'était pendant les séminaires, ils vont dire, allez, le mec il te chauffe la salle et tout, puis là, tu affiches le QR code, allez, mettez un avis C'est ça. positif sur Et tu te mets la Trustpilot, vie tu vois, avant d'avoir testé le service en réalité. avant d'avoir terminé, tu vois. Et je me Ouais. rappelle toujours, il y a des clients, ils ont mis un avis de fou furieux, génial, tu vois, et puis derrière, c'était mes clients, ils ont voulu changer de coach, ils en ont eu un autre qui était mon associé Joshua. Et pareil, ils n'ont pas été contents. Bon, après, c'était des clients un peu particuliers, mais toi, leur avis est toujours là, tu vois. Donc moi, j'ai un peu peur. Bah, alors, il y aura toujours du travail pour ceux qui font le travail sérieusement. Et je dis pas que j'aurai jamais d'insatisfaction, hein. On n'est pas des génies, on est des humains, tu vois. Je vais essayer vraiment de satisfaire un maximum. Je pense pas que j'ai envie d'avoir une grosse boîte comme ça parce que c'est vraiment lourd. Et moi, moi, je préfère vraiment avoir un plus petit truc, mais potentiellement qui crache tout autant parce que tu sais, quand tu as des grosses charges, bah forcément, tu as moins de résultats aussi en termes de Net. rentabilité. Mais ouais, le delivery, c'est super important. Et tu vois, Wallace me parlait la dernière fois, il a coaché un gars, je crois que c'est dans le BTP. Il lui a fait donner des résultats, il a donné beaucoup de résultats. Le gars, après, il a signé chez NJ. Et du coup, NJ, visiblement, se sert de ses résultats pour dire que c'est lui qui les a apportés. Son client, enfin, Wallace a dit au client, mais pourquoi t'es allé là-bas? Et en gros, moi, ce qui m'embête, c'est aussi parce que les lambeaux, parce que les machins, le style lifestyle, tu sais,
mis de manière ostentatoire sur les réseaux. Tu vois, ils te balancent ça, donc ça te donne envie, toi, d'être un peu là-dedans, mais c'est pas la réalité, tu vois. La réalité, c'est quoi? C'est que tu veux que ton business il fonctionne, que tu as besoin de quelqu'un qui t'aide, qui te donne les clés, mais tu pas besoin d'avoir. Ah, j'ai touché la dernière lambeau du bout du doigt, tu vois. Tu as dit un truc tellement réel, c'est tu vas avoir une personne qui va faire beaucoup de travail avec un client, qui va aller chez un plus gros et le plus gros, il va se servir de ses résultats pour faire comme si c'était lui alors que Ah, bon, après, je dis pas que c'est tous comme ça, tu vois, mais c'est vrai que c'était un peu frustrant quand même, tu vois, voilà, mais je pense que, encore une fois, tu vois, tout ce qui est tu vois, avec Henry ou les autres, hein, je vois, il y a Max Piccinini ou peu importe Marvin, tout ça, je pense que c'est très bien, tu vois, ils sont dans une dynamique où ils motivent les gens à se faire accompagner. Sauf que, tu vois, quand je suis rentré chez Entrepreneur, je crois que j'étais le 5 ou sixième coach, j'en suis sorti, on était 50. Et ce que je pense aussi, c'est bah, ils se disent peut-être, ah bah s'il vient pas chez moi, il va aller chez le concurrent, donc autant qu'il vienne chez moi, un peu comme moi avec Body, donc j'ai connu ça aussi. Maintenant, j'ai la maturité pour me dire, je leur ferai peut-être pas pareil, je préférerais sélectionner, vraiment donner du résultat et du coup bah, les garder en interne parce que tu as du résultat, bah, tu vas re-signer derrière, donc tu as un churn vraiment minimum, tu vois, et de la reconduction de clients maximum. C'est ça que je viserais, tu vois. Je préfère avoir moins de clients mais qui restent plutôt que d'avoir des nouveaux qui vont, certains vont être satisfaits, d'autres pas, et qui vont être dégoûtés un peu de l'accompagnement, tu vois. Mais c'est très bien ce qu'ils font parce qu'il faut, moi je pars du principe qu'il faut se faire accompagner quand tu débutes ou même après, hein. Moi j'ai un coach aussi, hein, tu vois, je connais plein de trucs, mais bon, j'ai besoin qu'on m'accompagne aussi, hein, qu'on me dise non, pas là, par là, tu pour finir, j'aurais une question qui est un peu plus personnelle vois. et que j'aime bien poser à la fin, c'est au cours de ta vie, s'il y avait un conseil que tu devais retenir et donner à ton toi plus jeune, qu'est-ce que ce serait? Ouais, ouais, j'aimerais bien en donner plusieurs. Faut en choisir un. Faut en choisir un. Ouais. Écoutez, alors, ce que je le dis de temps en temps, c'est n'écoutez pas ceux qui font le plus de bruit, mais écoutez ceux qui ont déjà parcouru le chemin. C'est-à-dire vraiment, tu as plein de mecs qui te parlent: «Bah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça». Non, mais attends, est-ce que tu as vraiment fait? OK, toi tu l'as fait. Écoute, bah, explique-moi, je vois que tu as réussi. Dis-moi comment tu as fait et j'écouterai vraiment l'expérience, prendre l'expérience des gens. Merci. Au début de l'épisode, on se posait de la question de savoir si Boji était un mot. Et au cours de l'épisode, on a compris que c'était plus que de l'électrostimulation, plus que des studios, des coachs, mais que c'était surtout un modèle, un système qui était réplicable, des process, toute une architecture qui permettait en fait de dupliquer le modèle correctement. Si aujourd'hui tu veux lancer ta franchise et que justement tu voulais comprendre quelles étaient les étapes à suivre, je pense que tu as été sur la bonne vidéo. Bah, merci, Namouri pour cet, échange. C'était très intéressant. Merci à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Ah bah, non, bah, c'est cool.